Dépêchez-vous si vous ne voulez pas encore finir la nuit. Paris, 31 août 1572. La charrette manque plusieurs fois de tomber à l'eau avant d'être in extremis redressée. Les tâcherons qui la basculent connaissent leur affaire. Chaque semaine, ils quittent la capitale en direction du Pré-aux-Clercs pour répandre au fleuve leur fétide cargaison, verser ce que la ville rejette de boue, de débris et de déjections. L'odeur est intenable, mais c'est une question d'habitude. Du reste, en cet accablant été, il y a pire que d'avoir à se débarrasser des lourds tonneaux de matière, tout juste vidangés des fosses de leurs derniers clients. Sous les yeux fatigués des hommes de Jean Cuiret, maîtres des basses œuvres, d'interminables cortèges de chariots défilent depuis 7 jours pour couler à la Seine les corps enchevêtrés de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants huguenots. À Paris, chacun vaque à sa tâche au milieu d'une colossale hécatombe. Deux semaines plus tôt, le 18 août 1572, l'ambiance encore sentait la noce. La catholique Marguerite de Valois, sœur du roi, épousait le protestant Henri de Navarre, une union de raison devant cimenter la réconciliation des partis confessionnels en lutte depuis une décennie et qui promettait de mettre un terme aux guerres de religion. La rue était en fait presque légère, la paix s'offrait enfin comme un futur possible. C'est alors que l'histoire s'infléchit à revers. Le 22 août, Gaspard de Coligny, chef militaire des protestants, est arquebusé. La balle le blesse seulement, mais ses lieutenants hurlent au coup monté, crient vengeance et menacent de réarmer des fusils à peine refroidis. Tous les regards se tournent vers les Guises, commanditaires désignés, adulés dans la capitale. Le 23 août, tard le soir, le roi tient conseil. On ne saura jamais les mots échangés dans le secret du pouvoir. Exaltation, résignation, coûte que coûte, il faut maintenir la paix. L'arrêt de mort des chefs protestants est signé. Aux petites heures du 24 août, des soldats quittent le Louvre en direction de la rue de Béthisy où loge Coligny, le poignardent à multiples reprises, puis le défenestre. C'est ensuite au tour d'une vingtaine de nobles de subir un sort identique. Je suis Jérémy Foa et vous écoutez Les Voix de la Saint-Barthélemy, un podcast du musée protestant et Regard protestant. Épisode 1, un massacre en métrique pédestre. Les chroniques et histoires de la Saint-Barthélemy se sont longtemps concentrées sur cette exécution des chefs de guerre protestants, grands nobles venus à Paris pour la noce. Pourtant, dans le même élan, au son du tocsin, 3000 réformés sont assassinés par leurs voisins catholiques. Bientôt, les provinces singent la capitale et perpètrent d'effroyables carnages à Orléans, Meaux, La Charité-sur-Loire, Saumur, Angers, Lyon, Bourges, Bordeaux, Troyes, Toulouse, Rouen, Albi, Gaillac. L'interminable été des Huguenots s'allonge jusqu'en octobre, moissonnant 10 000 vies. En chœur, catholiques et réformés, chroniqueurs puis historiens ont d'abord cru à la préméditation et pointé la responsabilité de la mère du roi, Catherine de Médicis. Les uns pour la dénoncer, les autres pour s'en réjouir. Le mariage princier n'était-il qu'un écran de fumée, Paris, une luxueuse souricière? Peu à peu, la Saint-Barthélemy est devenue le sanguinolent symbole du fanatisme religieux et de la tyrannie des grands. Un portrait à charge encore noirci par Alexandre Dumas et Jules Michelet au XIXe siècle s'est cristallisé autour des derniers Valois, garnissant Bonnefeuilles et mauvais romans. La légende noire a pourtant été détricotée ligne à ligne par des chercheurs qui tous ont contredit la thèse d'une préméditation du massacre par la couronne. Denis Crouzet a montré que Catherine de Médicis, malgré les mensonges de ses détracteurs, était l'opposé d'une matrone abusive et sanguinaire. Convaincue que seul le dialogue offrait une alternative crédible à la guerre, elle a toute sa vie, ou presque, œuvré en faveur de la paix. De nombreux historiens ont pointé des responsabilités autres que celles de la reine-mère. La Saint-Barthélemy a fait couler à peine moins d'encre que de sang, diagnostiquait Henri Hauser il y a déjà 100 ans. Tout ou presque semble avoir été dit sur le massacre, ses acteurs, ses causes et ses conséquences. Pourquoi dès lors s'échiner à bêcher ces terroirs du déjà entendu et du si bien dit? Plutôt qu'une autre histoire de la Saint-Barthélemy, j'ai voulu faire une histoire des autres dans la Saint-Barthélemy. Une histoire du petit, du commun, du banal, dans un événement qui assurément ne l'est guère. J'ai choisi de l'observer par le bas, au ras du sang, à travers ses protagonistes anonymes, victimes ou tueurs, simples passants et ardents massacreurs, dans leur humaine trivialité. À la rencontre des vies minuscules, des épingliers, des menuisiers, des brodeurs, des tanneurs d'Aubusson, des rôtisseurs de la vallée de Misère, des poissonneux normands, des orfèvres de Lyon et des taverniers de la place Maubert. Comment des hommes ordinaires ont-ils pu soudain égorger leurs voisins de toujours ?
Pourquoi Marie Passard a-t-elle péri noyée sous les coups de ses propres neveux? Qui a exécuté la femme du commissaire Robert? Pourquoi un catholique toulousain est-il passé à 2 doigts du trépas? Qui a voulu maquiller l'assassinat d'un avocat du Perche? Comment un simple orfèvre s'est-il révélé un meurtrier de masse? Pour répondre à ces questions, je vous propose un pas de côté pour entendre ces voix oubliées, les voix de la Saint-Barthélemy. 18 août 1572. Pendant qu'au palais on s'active pour préparer le mariage princier, les protagonistes de notre histoire vaquent à leurs occupations sans se douter ce qui les attend. Les tueries de l'été 1572 ont le quartier non seulement pour théâtre, mais surtout pour condition. C'est parce qu'ils partageaient le quotidien de leurs cibles que les assassins ont su si vite où, comment et qui frapper. L'enquête tourne donc le dos au Louvre, délaisse le monarque, les Guises et leurs intrigues, ignore Coligny et la reine-mère. La Saint-Barthélemy est un massacre de proximité, perpétré en métrique pédestre par des voisins sur leurs voisins. Partons donc du Louvre et marchons. Remontons la Seine vers l'île de la Cité. Précisons en chemin que la ville est à l'époque la capitale la plus peuplée d'Europe, et si elle s'étend progressivement, ses 250 à 300 000 habitants se concentrent principalement dans ses limites héritées du Moyen-Âge. Tout ce monde-là est à l'étroit. Notons déjà que l'immense majorité des Parisiens est catholique. Effectuons un premier arrêt là où se trouve aujourd'hui le quai de la Mégisserie. On l'appelle alors la vallée de misère parce qu'elle accueille les activités salissantes. S'y côtoient mégissiers, rôtisseurs, poulaillers, poissonniers et cuisiniers. Tous les jours et par milliers, volailles, agneaux, chevreaux et cochons de lait y sont tués. C'est aussi la rue des Orfèvres, où loge justement un des tueurs. Si l'on en croit un contemporain du massacre qui parle d'un orfèvre qui habitait en la vallée de misère près du pont. Il s'agit sans doute de Thomas Croisier, le tireur d'or. Ça semble sorti d'un roman de gare, mais c'est le métier de croisier. Un métier d'art lié à l'orfèvrerie qui consiste à tirer des fils d'or. Rien à voir donc avec voleur. Croisier est un respectable bourgeois de Paris comme son père, Louis Croisier, et l'homme est catholique, fiévreusement catholique. Vous voyez cette porte rouge au bord du fleuve? C'est la sienne. Comme on voudrait la retrouver intacte au fond d'un vieux musée pour y coller l'oreille. Mon Dieu, Thomas, tous ces huguenots partout et en tout lieu. Il s'en faut de peu que nous soyons envahis. Ce que tu dis là est bien vrai, Gabriel. Ils courent nos rues, dorment dans les auberges complices. La peste soit de ces malfaisants. Ma sœur Catherine, croisée de bon matin au marché, affirme sans détour que nous vivrons bientôt des heures sombres. Elle dit vrai. Notre belle cité est livrée en pâture. Mais un mariage, c'est l'espoir, c'est la paix. C'est un prétexte sournois, une invite odieuse à leur manigance. Au premier signe de leur chef, ils nous massacreront jusqu'au dernier, au nom de leur prétendue religion. Mais garde confiance, nous sommes prêts. Que fais-tu? Précisément, Gabriel, je me prépare. Tu as là, devant toi, la seule vérité qui compte, celle de la puissance des armes au service de la foi. Par notre Sainte Mère, l'Église, me voilà rassuré, Thomas. Mes lames attendent l'heure où ils s'agiteront. Que ces huguenots osent se manifester et ils passeront tous au fil de nos épées, sans aucune pitié. À quelques jours du massacre, Croisier et ses voisins se préparent au grand soir sans savoir s'il finira par avoir lieu. Reprenons la balade et rencontrons maintenant leurs futures victimes. Remontons vers le nord-est, le Châtelet, puis le Marais. Saluons au passage le catholique toulousain, Claude Puget. Dites, l'aubergiste, auriez-vous un lit pour la nuit? Vous y prenez bien tard, mon jeune monsieur. Le mariage a attiré tout ce que le pays compte de curieux. Une simple couche pour un bon catholique et un peu d'avoine pour mon cheval suffiront. Catholique ou autre, peu importe. Ici, c'est la monnaie qui compte. Votre prix sera le mien. Dans ce cas, il me reste bien une chambre, mais attention. Payable comptant. Fort bien. Et dites-moi, est-il possible de souper? Tant qu'on paye, ici, on s'occupe bien de vous. Il est servi à 7 heures. D'où venez-vous comme ça? Claude Puget, marchand toulousain de père en fils. Vous êtes à Paris pour le mariage, donc? En quelque sorte, oui. La prison de la conciergerie, vous connaissez? Tout le monde connaît la conciergerie. Vous la trouverez quelques rues plus loin sur l'île de la Cité. Nous autres avons pour habitude d'en rester à bonne distance. Et voilà Pierre Ferret, marchand de draps de soie rue Saint-Denis. Vous voyez les 3 hommes qui le saluent froidement de l'autre côté de la rue? C'est son beau-frère Jacques Lepeltre et les 2 fils de celui-ci. Hé, viens voir par ici, toi. Saluez-le, mes fils. Il reste votre oncle. Malgré son attachement à la nouvelle religion, Son épouse, Marie, est la sœur de votre maman. Les liens du sang nous obligent en cette circonstance. mais ne dites-vous pas qu'elle ne vaut guère mieux que ce huguenot? Votre tante vit dans l'erreur, nous le savons.
Un jugement éclairé la contrainte à venir vivre chez nous le temps d'un été. Sans effet, malheureusement. Vous-même affirmez que rien n'a changé dans leur pratique ignoble. Alors, pourquoi... S'ils s'entêtent, ils le paieront un jour prochain. Mais pas maintenant. Bonjour, mon oncle. Comment va le commerce? Nicolas, Jacques, bien le bonjour. Il va plutôt bien, merci. Le marché des draperies de soie se porte donc bien? Le mariage attire de riches clients et les incite à des dépenses, parfois somptuaires. Je ne m'en plains pas. Cette union sacrilège a au moins le mérite de faire un heureux. Continuons. Nous arrivons rue Maubuée, en face de l'actuel centre Pompidou. Entrons dans la maison de Nicolas Aubert, commissaire examinateur au Châtelet, et de sa femme, Marie Robert. Depuis la chambre conjugale, on a vu sur la rue. Au mur, plusieurs tableaux témoignent d'une certaine aisance culturelle. 5 figurent des paysages, on n'en saura pas plus. 2 autres ont des thèmes religieux, les 3 rois et la Vierge. Marie, regarde la charmante peinture que j'ai achetée. N'est-elle pas merveilleuse? Je l'ai acquise pour quelques pièces chez Goubert, le marchand de tableaux de la rue des Fossés Saint-Germain. Te faudra-t-il toujours et encore m'imposer ces motifs religieux? Mais Marie, vous autres huguenots faites preuve de tant de rigidité. Cette représentation de l'apôtre Pierre est des plus délicates. Saint Pierre? Tu es sérieux, Nicolas? Et la prochaine fois, quoi? Une image du pape? Que cela te plaise ou pas, j'entends l'accrocher au mur dès à présent. Je reste le maître de ce logis et te conseille fermement de ne pas l'oublier. On fête la paix dans le royaume. Tu ne crois pas qu'on pourrait faire la paix dans notre foyer? Si tu tiens tant à ces tableaux, pourquoi pas Marie, mère de Christ? Nous n'en faisons pas une idole comme vous, mais elle est importante pour nous aussi. Cette figure de Notre-Dame peut être un compromis, un thème consensuel dans la pièce de vie du couple. Elle convient autant à Marie Robert, protestante, qu'à Nicolas Aubert, catholique. À l'évidence, le couple Robert-Aubert est mal assorti. Ce n'est pas inédit. Ça ne laisse toutefois pas d'étonner, tant dans la loi, comme dans les coutumes d'Ancien Régime, la femme est soumise au mari. Parle-t-on de religion dans la maison au début d'août 1572? Marie essaie-t-elle à nouveau de convertir son mari? Il est bien sûr impossible de le savoir. On sait en revanche que les différents religieux ont mis à mal leur couple dans les années de guerre civile qui ont précédé. Mettons-nous en marche maintenant vers la Seine et arrêtons-nous tout d'abord rue Saint-Germain-l'Auxerrois. Ancien lieutenant au bailliage du Perche, l'avocat François de la Martellière est accueilli dans l'une de ses maisons. S'il est allé à la capitale fin août 1572, c'est, n'en doutons pas, pour le mariage princier. Paris est un labyrinthe pour qui ne la connaît pas. Si je dois me perdre parmi tous ces catholiques, Dieu me garde d'y laisser mon âme. Bonjour. Sauriez-vous m'indiquer la rue Saint-Germain-l'Auxerrois? Ah, c'est fort simple. Vous tournez à droite dans la rue de la Vieille Monnaie. Continuez tout droit et vous ne serez plus qu'à quelques pas de votre destination. Votre aide m'est précieuse. Je suis attendu dans l'heure. Comment peut-il s'imaginer qu'il court un danger? À Paris, c'est un brillant anonyme parmi la foule des endimanchés. Traversons la Seine par le pont Notre-Dame. Observez bien ces 2 hommes qui tapent à la porte de la maison sur le pont. Chenet, ouvre! C'est Tanchou et Godefroy. Tanchou? Qu'y a-t-il de si pressé? Une affaire de supplique. Marguerite Mélin, une huguenote, t'accuse de lui avoir soutiré une partie de ses richesses et les réclame. Tiens donc, je me souviens de cette huguenote. N'est-elle pas celle qui prétend ne pas être de la Réforme? Comme tant d'autres, c'est bien elle. Elle a beau faire la catholique, chacun sait que ses pratiques sont hérétiques. Laisse-moi retrouver le reçu de ces biens qui attestent ma bonne foi. Et je descends. Il s'agit bien là d'un séquestre et non d'un vol. L'affaire sera vite entendue. Nos pas nous portent donc sur l'île de la Cité. Voici la conciergerie. C'est la prison du Parlement de Paris, et c'est donc là qu'on amène les Parisiens arrêtés pendant les guerres civiles. On y trouve aussi bien des protestants connus que des suspects d'hérésie, parfois dénoncés par leurs voisins. Terminons cette promenade dans la capitale en passant rive gauche. Pour reprendre des forces, nous sommes attendus dans une taverne de la place Maubert. Vous voyez cet homme pressé qui traverse la place? C'est Nicolas Pezou. Ils seront sans doute non loin d'ici, à l'église Sainte-Geneviève, en lieu et place du Panthéon aujourd'hui. Ce jour ne fait pas exception à tous ceux qui l'ont précédé. Cette place Maubert a des allures de temple. Il viendra bientôt le temps où tous ces mécréants qui vivent impunément parmi les bons catholiques devront répondre de leur hérésie. Tiens, Pigneron échange avec le couple de huguenots de l'auberge du Fer à Cheval. Intéressant.
Entrons au Fer à Cheval, l'auberge tenue par Louis Brécheux et Marie Créchant. Louis, regarde qui ose rentrer chez nous. Pigneron, viens-tu en voisin amical ou en capitaine de la milice déterminée? L'animation de ta taverne a attiré mon regard, Brécheux. Dois-je comprendre que tu souhaites t'attabler? Du tout. Je m'en vais de ce pas prier à Sainte-Geneviève. Un bon catholique ne s'attarde pas dans une auberge tenue par des huguenots. Marie, occupe-toi de ces messieurs, tu veux bien? Je m'occupe de monsieur. Nous recevons des voyageurs de toute opinion, Pigneron. Contrairement à ceux qui sont de visite pour la noce, votre hérésie nous est connue, Brécheux. Nul doute que tout fervent catholique, apprenant votre dévoiement, se détournerait de votre auberge. Un aubergiste ne se fie pas à la religion de ses hôtes pour faire vivre son affaire, mais au poids de leur bourse. C'est celui des âmes qui nous préoccupe, Brécheux. Plaise à Dieu que la tienne soit légère le jour où le jugement viendra. N'est-ce pas Pezou que je vois là-bas venir à nous d'un pas pressé? C'est bien lui. Nous nous rendons à Sainte-Geneviève pour préparer la procession qui s'annonce. À bientôt, l'aubergiste. Madame. Les protestants sont nombreux parmi les aubergistes, peut-être parce que la taverne est un lieu de passage. Les étrangers s'y rendent, s'y perdent, y déposent leurs mauvaises idées en discutant avec les étudiants qui, le soir, descendent de la montagne pour boire et se divertir. La place Maubert est un carrefour essentiel de la rive gauche, brassant les populations des collèges et de l'université, les marchands des foires et des boutiques, les imprimeurs de la rue Saint-Jacques, les voyageurs, les habitants des faubourgs de l'Est parisien et, bien entendu, ceux de la place même. C'est un point d'intense activité commerciale, un port où l'on décharge le bois et d'autres marchandises. C'est aussi le lieu des exécutions de protestants. Pour ouvrir ces affaires classées, élucider des crimes dont on ignorait jusqu'à l'existence, j'ai mené l'enquête auprès de témoins souvent délaissés des curiosités savantes. Fouiller des sources, les minutes notariales peu réputées pour conserver la mémoire des événements. 80 notaires parisiens sont en activité pendant le massacre, des centaines d'autres officiers en province. Là, dans ces linéaires d'archives griffonnées au fil des jours, la violence affleure à peine. Sous la routine des plumes, on achète, on loue, on contracte, on se marie, on vend et on embauche, mais on ne tue guère, et quand on meurt, c'est de vieillesse ou de maladie. Pourtant, émergent ça et là des crimes oubliés. Une société de proches fait surface, avec son long dégradé d'attitude face au carnage, entre participation enthousiaste, conformisme, cupidité, indifférence, dégoût, rejet, détournement, résistance, solidarité et sauvetage. Comme d'autres avant moi, j'ai tenté d'accueillir et de retranscrire l'émotion née à la lecture de l'archive de ces meurtres infimes et infâmes. J'ai voulu retranscrire le timbre de ces voix étouffées par la poussière des siècles. Et c'est par les aubergistes protestants de la place Maubert que nous commencerons notre récit dans le prochain épisode. Vous venez d'écouter Les Voix de la Saint-Barthélemy, un podcast du Musée protestant et Regard protestant. Texte écrit et dit par Jérémy Foa. Adaptation et réalisation Antoine Gouritin. Dialogue Olivier Kéraval. Musique originale Emmanuel Lévy. Prise de son Franck Martin et Emmanuel Lévy. Sound design et mixage Franck Martin. Avec les voix de Arnaud Leridan, Meryl Roche, Wilfried Roche Maestroni, Audrey Rousseau et Emmanuel Lévy. Visuel Fortifem. Un grand merci à Jérémy Kleiss, Martine Grenier, Nicolas Dalens, Delphine Ribouchon, Philippe Hamon, Corentin Lemonnier, Anne-Lise Caron, Émilie Lemonnier, Quentin Sondag. Les Voix de la Saint-Barthélemy est un podcast du Musée protestant et Regard protestant. Adapté du livre Tout ce qui tombe, visage du massacre de la Saint-Barthélemy, publié aux éditions La Découverte. Une version poche avec postface inédite est publiée en septembre 2024. Vous y découvrirez d'autres visages de la Saint-Barthélemy à Paris, mais aussi à Rouen, à Toulouse et à Lyon. Retrouvez les autres épisodes ainsi que les coulisses de la production sur regardprotestant.com, muséprotestant.org et dans votre application de podcast favorite. La semaine prochaine, dans Les Voix de la Saint-Barthélemy. Ouvre, Brécheux! C'est Pigneron! Mais personne n'a pris le soin de questionner leur détresse. Il ne reste qu'un interrogatoire qui ne s'embarrasse pas de savoir leur confort. Et ta femme, elle s'est égarée comme toi ou elle est une bonne catholique? Elle est comme moi, monsieur. Elle vit en la religion chrétienne. Je tiens ma religion et la tiens bien. J'ai déjà 7 enfants et une maison à m'occuper. Je ne peux tout abandonner ainsi.